destin singulier fait qu'on l'a souvent comparé à des figures comme la sud-africaine Winnie Mandela ou l'Argentine Christina Kirchner. Militante politique dès son plus jeune âge au sein de la jeunesse chrétienne, puis de cellules communistes clandestines sous le parti unique, Simone Eive Gbagbo est l'une des cofondatrices du Front populaire ivoirien. Prisonnière politique, députée, première dame, présidente du groupe parlementaire FPI durant les années de Braise, elle est aujourd'hui candidate en vue de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Candidate face au président sortant, Alassane Ouattara, dans le cadre d'un scrutin dont ont été écartés de nombreux candidats majeurs, dont Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi-Guessant. Candidate est forcément objet de polémiques, de controverses et d'accusations en traîtrise. Simone Eive Gbagbo profite également d'une sorte d'identification forte de jeunes et de femmes inspirées par son parcours et touchée par ses épreuves. Mais son image est brouillée. Que veut-elle vraiment? Participer ou gagner? Cautionner Alassane Ouattara ou l'affronter dans les urnes? Une union sacrée de l'opposition est-elle encore possible? Où en est-elle avec Awa Dormelo ou Jean-Louis Billon, mais aussi avec Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam? Ce sont toutes les questions que nous lui poserons dans le cadre de cet entretien via visioconférence, un entretien exclusif, le premier qu'elle accorde depuis que la liste des candidats est tombée. Et j'aurai à mes côtés Norbert Navarro, journaliste, ancien rédacteur en chef à RFI et producteur de cette quotidienne. Bonjour Simone Eive Gbagbo. Bonjour à vous. Alors, je vais commencer cet entretien de but en blanc. Votre pré-campagne, parce que nous sommes en pré-campagne là, elle a démarré par un buzz, peut-être un bad buzz, le soir où le Conseil constitutionnel a donné la liste des candidats admis à se présenter, donc celle des candidats recalés aussi. On vous a vu, avec votre entourage, chez vous, exprimer votre joie d'avoir été admise à concourir, ce qui est absolument compréhensible, mais également remercier l'institution arbitre du jeu politique, ce qui a déplu à beaucoup. Certains partisans de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam vous en veulent toujours et vous accusent de ne pas avoir été solidaire. Pensez-vous que vous auriez pu faire autrement? Avez-vous quelques regrets? Mais de regret de quoi est-ce que j'aurais? En gros, J'ai oui. déposé ma candidature avec d'autres personnes. Ma candidature a été retenue parce que j'aurais des regrets pour cela. Les Non, pas candidatures d'autres n'ont pas été retenues. la Pour séquence qui nous... cela, Oui. Je vous écoute. on peut dire euh, c'est dommage que leur candidature n'ait pas été retenue. Ça aurait permis une plus grande inclusivité dans ces élections-là, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Et On souhaite qu'ils viennent rejoindre ma candidature, ils viennent soutenir ma candidature pour que nous puissions quand même être à ces élections-là et que nous nous accordions la chance d'obtenir le soir du 25 octobre l'alternance. Voilà ce que je peux dire. donc, si vous aviez un message à leur passer aujourd'hui, quel serait ce message? Je leur dirais, ma candidature a été retenue. Je les appelle aujourd'hui à venir soutenir cette candidature de manière à ce que le soir du 25 octobre, là, tous, nous obtenions la victoire et que nous fassions échec à la candidature de M. Alassane Ouattara. Voilà ce que je leur dis. Norbert? Oui, Madame la Première Dame, j'ai l'impression que le PDCI-RDA a déjà répondu à l'appel que vous venez de lancer ici même, à l'instant, dans Décrypter l'Afrique, la quotidienne. L'organe principal du parti, le Nouveau Réveil, a parlé en une dès le lendemain de manque de solidarité. Tout à l'heure, Théo a souligné l'importance de votre carrière politique, étant rappelé quand même que vous avez été député de la Nation avant même d'être première dame de Côte d'Ivoire. Je ne doute pas que votre parole soit mûrement réfléchie et mesurée. Aujourd'hui, vous dites que vous n'avez rien à regretter après votre réaction lorsque le Conseil constitutionnel a éliminé les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam notamment, mais aussi celle de Pascal Affi-N'Guessan. Alors, moi, ma question, c'est, étant aussi rappelé que vous êtes membre
que votre parti est membre de l'initiative Cap Côte d'Ivoire, présidée par Tidiane Thiam. Quelles sont aujourd'hui vos intentions à l'égard, à l'endroit, vis-à-vis de Cap Côte d'Ivoire et puis plus largement vis-à-vis du Front commun de l'opposition? À côté du Front commun, il y avait la Cap Côte d'Ivoire. Oui. Et la Cap Côte d'Ivoire a été mise sur pied pour être un instrument de discussion, n'est-ce pas, avec le pouvoir, avec le gouvernement conduit par M. Alassane Ouattara, pour que les conditions, tout le système électoral soit lui-même renouvelé, rénové, transformé, réformé, pour que nous ayons des élections les plus transparentes possibles, nous ayons les élections les plus équitables possibles, nous ayons les élections les plus tranquilles, les plus apaisées possibles. Voilà pourquoi nous avons créé la Cap Côte d'Ivoire. Ce combat-là, nous l'avons mené, mais nous n'avons pas pu obtenir du gouvernement qui convoque le dialogue national. Et donc, on est parti à ces élections-là. On est parti à ces élections-là dans les conditions que nous avons aujourd'hui. Et dans ces conditions-là, je dis que moi, j'appelle tous ceux qui soutenaient des candidatures qui ont été rejetées de nous rejoindre pour qu'on continue le chemin et qu'on gagne ces élections-là. Voilà ce que moi, je dis. Mais vous êtes toujours membre de Cap Côte d'Ivoire, vous êtes toujours dans Cap Côte d'Ivoire, vous êtes toujours proche du Front commun ou pas? Je ne serais pas membre de Cap Côte d'Ivoire. Dans la Cap Côte d'Ivoire, il y avait plusieurs candidats. Et certains candidats ont été retenus, d'autres ont été rejetés. Ceux qui ont été retenus, que le reste de Cap Côte d'Ivoire viennent travailler avec ceux qui ont été retenus. Voilà ce que moi j'ai dit. Pourquoi est-ce que ça vous étonne? Non, ça ne nous étonne absolument pas, Madame Simone Ifeck Gbagbo, mais on se dit, on pense qu'ils peuvent avoir quelques amertumes, quelques préventions et encore être déçus par le fait qu'il n'ait pas été retenu. Et c'est pour cela qu'on vous demande quel est le message qui pourrait aller, disons, toucher leur sensibilité, le fait que, bon, on n'a pas été retenu, mais quand même, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Ben, c'est ce que je dis. Je dis que nous avons été plusieurs candidats. Ceux qui ont été rejetés auraient pu être retenus. Ceux qui n'ont pas été retenus, je les appelle à soutenir ceux qui ont été retenus. Voilà ce que je dis. Je ne vois pas... En gros, si vous n'aviez pas été retenu, vous auriez soutenu ceux qui auraient été retenus. Ah, forcément. Si je n'avais pas été retenu, je me serais mis derrière ceux qui ont été retenus. Pour que ce que nous visons là aujourd'hui, c'est l'alternance. C'est ça que nous visons. Et notre souhait à nous tous qui sommes dans l'opposition, de gauche ou de droite, ce que nous souhaitons, c'est l'alternance. Bon, par chance, nous avons quelques candidatures qui ont été retenues. Ces candidatures qui ont été retenues là, j'appelle les autres à venir les soutenir, les conforter, pour qu'au moins, au bout du compte, nous ayons une victoire au niveau de cette opposition. Alors, une partie... Les candidatures qui n'ont pas été retenues, il y a beaucoup de choses à dire sur les candidatures qui n'ont pas été retenues. Il y a beaucoup d'injustices que nous avions commencé à dénoncer déjà bien avant même la session du Conseil constitutionnel. Donc là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. On comprend l'amertume, on comprend le chagrin, on comprend qu'il soit déçu. Ça, c'est compréhensible et c'est normal. Mais là, nous n'avons que quelques semaines pour aller à ces élections-là. Et pour ces semaines-là, je pense qu'il faut aller à ce qui est, comment je dirais, le plus efficace. Mais justement, donc, vous parlez d'efficacité. Vous parlez d'efficacité. Certains, peut-être pas candidats, mais en tout cas une partie de l'opinion de l'opposition considère qu'il ne faut pas aller aux élections,
il faut rendre, en gros, Ce les n'est pas mon élections point de vue. Ce n'est impossibles. pas mon point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, et c'est le point de vue de tous ceux qui étaient à la CAP, c'est mon point de vue et c'est le point de vue de tous ceux qui étaient à la CAP, c'est que cette année, nous ne devons pas boycotter les élections. Nous ne devons pas faire la politique de la chaise. Nous étions d'accord sur ça. Si leur candidature avait été retenue et la mienne rejetée, ils seraient allés à ces élections. Mais certains considèrent qu'il ne faut pas qu'il y ait d'élections du tout, c'est-à-dire empêcher les élections. Qu'il n'y ait pas d'élection du tout, ça n'a jamais été non plus ma position et ça n'a jamais été non plus la position de la CAP, y compris le PDCI qui est dans la CAP. Je voudrais rappeler que pendant que nous combattions pour obtenir les réformes du système électoral, le PDCI nous a dépassés pour aller déposer sa candidature à notre insu, à nous tous. Le président du PPACI est allé déposer sa candidature à l'insu de nous tous. Et nous avons été mis devant le fait accompli. Nous avons même été obligés de faire du rétropédalage pour expliquer que maintenant, nous aussi, nous avions déposé notre dossier de candidature. Donc, l'idée de ne pas avoir d'élection du tout, ça n'a jamais été une position défendue par personne au niveau de l'opposition. Nous avions dit que cette fois-ci, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de politique de la chaise vide et que nous allions aux élections. Voilà ce sur quoi nous sommes tous accordés. Simone Yves Gbagbo, quel message adresseriez-vous aujourd'hui à la gauche ivoirienne? Aujourd'hui, profitez-en, elle vous écoute, elle vous regarde. Que lui diriez-vous et quel panache devrait-elle suivre, cette gauche ivoirienne, selon vous? À la gauche ivoirienne, je dirais que nous sommes en 2025. Nous avons regardé M. Alassane Ouattara diriger ce pays avec son régime. Nous, de la gauche, nous estimons qu'il est temps qu'il y ait dans ce pays-ci l'alternance et que nous revenions au pouvoir. Que la gauche prenne le pouvoir et conduise ce pays. Et pour cela, nous appelons tous les électeurs qui se reconnaissent de gauche de venir appuyer ma candidature et à travailler pour que nous obtenions la victoire le soir du 25 octobre. Mais les militants ou les sympathisants de gauche peuvent aussi bien être attirés par la candidature d'un autre candidat retenu, lui aussi, comme vous, Awa Dombello. Donc, il faudrait quand même choisir. C'est leur droit. C'est leur droit, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une entente entre vous, Simone Yves Gbagbo, et Awa Dombello, à une attente de désistement, une entente de désistement pour clarifier la situation et donner plus de chance à l'opposition en général et à la gauche en particulier? Est-ce que vous êtes en discussion? Oh, mais Awa Dombello n'est pas encore revenu au pays depuis que tous ces résultats ont été donnés. Mais avant déjà de partir en voyage, il était venu m'annoncer sa candidature. Et nous avions convenu de pouvoir nous asseoir et travailler ensemble, et parler pour savoir un petit peu comment est-ce que nous allons affronter ces élections. J'attends qu'il revienne et nous parlerons. Et vous pensez qu'il est possible psychologiquement que l'un d'entre vous, vous avez tous les deux des parcours remarquables qui vous donnent la légitimité à la gauche ivoirienne, vous êtes militant au sein du FPI depuis 40 ans, plus de 40 ans tous les deux, est-ce que ce ne sera pas difficile pour l'un ou pour l'autre de faire la passe à son camarade ou à sa camarade? Je suis sûr que nous sommes tous les deux des militants très raisonnables et que nous pourrons nous asseoir et que nous pourrons parler. Maintenant, qu'est-ce qui va en découler? Qu'est-ce qui va ressortir de tout cela? Je n'aime pas
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein, donc, je préfère attendre de parler avec lui et puis ensuite. De toute façon, vous saurez ce qui aura été retenu. Mais des voix se sont déjà élevées, madame, pour demander purement et simplement et sans embâge le retrait de votre candidature. Et ici même, d'ailleurs, la semaine dernière, une voix s'est élevée pour le dire. Ouais, c'était la voix de Robert Bourgi, qui est une figure historique de la France-Afrique, qui est un ami de Laurent Gbagbo, un peu moins ami que son frère Albert, mais ami quand même. Et il était sur ce plateau. On va regarder un magnéto avant d'écouter votre réponse. Comment, Simone, peux-tu avoir oublié cette image qui fend le cœur de millions et de millions d'Ivoiriens? Et que lui reprochez-vous? D'avoir chanté la gloriole du Conseil constitutionnel qui venait de piétiner, de bafouer les droits les plus élémentaires de son ex-mari, de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, de Pascal Affi-N'Guessan, de Tidiane Thiam. Et je lui dis, Simone, tu as été l'icône de la jeunesse et des femmes en Côte d'Ivoire. Redeviens vite ce que tu as été, c'est-à-dire une combattante de la liberté. Retrouve tes compagnons de route et renonce à être candidate, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai regardé ces derniers jours des dizaines et des dizaines de TikTok où les garçons et les filles pleuraient Maman Simone, ne comprenaient pas la gloriole prononcée par elle du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas. Ressaisis-toi, Simone. Alors, madame, vous venez de voir et d'entendre Robert Bourgi vous demander instamment de retirer votre candidature. Bien sûr, il y a le messager, mais il y a aussi le message. Pouvez-vous répondre au message? Ah, je vais répondre au message. Je trouve que M. Robert Bourgi est bien culotté de dire ce qu'il a dit là. J'aurais aimé qu'il soit aussi engagé à l'époque quand la France tirait sur son ami Laurent Gbagbo. J'aurais aimé ça. Il n'a pas eu le courage à cette époque-là. Il était même partisan de ceux qui tiraient. Il a accompagné les ministres français en Côte d'Ivoire ici pour organiser l'agression de la présidence, du palais présidentiel. Et aujourd'hui, il vient s'asseoir pour me dire « Simone, retire ta candidature ». Je le trouve bien gonflé. Ceci dit, il a le droit d'avoir son opinion, de proclamer son opinion, mais il n'est pas électeur en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à nous laisser mener notre compte. C'est on ne peut plus clair cette réponse. Alors, je voudrais qu'on parle de votre programme. Vous avez été une des fondatrices du FPI, qui a eu un programme socialiste puis social-démocrate. Aujourd'hui, quels sont les points forts, les axes forts du programme que vous entendez mettre en œuvre si vous êtes élu au soir du 25 octobre 2025? Nous avons un programme de gouvernement entier, libellé en 7 points, en 7, ce que nous appelons les 7 engagements. Mais si vous voulez, si je résume en 3 mots-clés, il y a le premier mot-clé, c'est la réconciliation. Parce que je considère que dans ce pays-ci, nous avions eu un grave problème, une grave division à l'intérieur de tout le tissu social, économique, politique de ce pays, et qu'il faut nous asseoir et organiser la réconciliation du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, réconciliation. Ensuite, transformation. Notre système économique doit être maîtrisé par nous-mêmes, transformé par nous-mêmes. Nous devons arrêter d'être des producteurs qui vendent brut les produits qu'ils sortent de leur sol, qui sortent de leur sous-sol. Nous devions axer toute notre économie
asseoir notre économie sur la transformation de nos produits. Et puis, troisième point troisième mot-clé, la souveraineté. Nous devons faire en sorte que les décisions qui concernent notre pays, qui concernent notre sous-région, qui concernent notre continent, soient des décisions qui sont assumées par nous-mêmes, qui sont motivées par nous-mêmes, qui sont décidées par nous-mêmes. Et qu'à partir de ce moment-là, la Côte d'Ivoire, la sous-région ouest africaine, l'Afrique tout entière va devenir un continent qui va parler, n'est-ce pas, avec la même puissance de voix que tous les autres continents. Nous n'allons pas devenir un peuple, un continent encore assisté, toujours assisté, mais nous allons devenir un continent qui, aujourd'hui, mène sa propre politique en fonction de ses propres intérêts et participe, collabore, intègre, s'associe avec des autres puissances. En quelque sorte, nous voulons que nous commencions à bâtir ici la multipolarité dans notre pays et dans notre continent. Voici les trois grands points. Maintenant, à l'intérieur, vous avez évidemment tous les points qui sont prévus au niveau de l'éducation, au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, au niveau des infrastructures. Tout cela, c'est prévu dans notre programme de gouvernement. Alors, c'est un programme qui ne s'éloigne pas de la matrice idéologique du FPI depuis sa création, c'est-à-dire souveraineté et souveraineté nationale et, disons, globalement, un programme plutôt axé à gauche. Quel est le bilan, selon vous, des 15 années du président Ouattara, qui est justement un regard porté sur la question politique, géopolitique, économique, très différent de celui que vous portez? Je pense que le président Ouattara a réalisé son programme. Mais dans ce programme, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Et lorsque nous aurons pris le pouvoir, les choses qui sont moins bien, les choses qui sont nouvelles, nous allons les mettre en œuvre. Voilà ce que je peux dire. Et quelles sont ces choses moins bien? Vraiment, vous voulez qu'on s'asseye ici, là, pour récapituler toutes les choses moins bien? Non, les choses les plus saillantes que vous voulez changer. Au niveau de ce pays-là, toutes les questions qui concernent la justice sont des choses qui sont moins bien. Vous avez vu un petit peu ce que le président Gbagbo lui-même vient de subir. Toutes les questions qui concernent la justice sont des choses moins bien. Au niveau économique également, il faut remonter l'économie de notre pays pour que les Ivoiriens eux-mêmes, désormais, soient les maîtres, n'est-ce pas, décideurs de leur économie, et non pas des puissances étrangères qui viennent, qui investissent ici avec leurs fonds, et puis le pays devient pauvre. Le pays est pauvre. À Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est pauvre. Le peuple ivoirien est un pays qui est pauvre, alors que c'est un pays qui est riche de ses ressources, qui est riche de ses intellectuels, mais c'est un pays qui est pauvre, à l'image des pays africains en général jusqu'à présent. Et ça, c'est des donnes qu'il faut renverser. Norbert? Madame, est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays en danger? Je vous pose la question parce que lorsque, comme on vient de le voir à l'écran à l'instant, le président Ouattara a présenté sa candidature, il l'a étayé par le risque sécuritaire en disant que d'ailleurs c'était lui le rempart, il n'y avait que lui pour protéger la Côte d'Ivoire. De quel danger pensez-vous la Côte d'Ivoire est susceptible d'être victime aujourd'hui? S'agit-il d'un danger extérieur, d'un danger intérieur? Et pensez-vous être à même de pouvoir faire face et d'être vous aussi un rempart contre cet éventuel danger? Ou alors pensez-vous au contraire qu'il s'agit d'un prétexte de campagne pour pouvoir justifier
un quatrième mandat? Bon, moi, je pense que c'est à lui que vous aurez bien fait de poser cette question. Hein. Bah, sinon, ce que moi je constate, c'est que nous sommes un pays, nous sommes dans la sous-région ouest africaine. Nous avons à côté de nous des pays qui ont souffert des attaques de tous les djihadistes, etc. Et je pense que c'est à cela que le président Alassane faisait allusion, je suppose que c'est à cela qu'il faisait allusion. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que notre pays est un pays qui a vécu la guerre. De 2002 à 2011, ce pays-là a subi la guerre, a subi la division. Et qu'il y a encore des restes, n'est-ce pas, de ces guerres, de cette division chez nous. Et que cela peut contribuer des difficultés. Et que ce n'est pas le régime de M. Ouattara qui peut régler ce problème-là. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, pourquoi ne peut-il pas régler ce problème? Mais parce que qui a mené la guerre ici? Qui a mené la rébellion ici? Qui a amené les troupes rebelles ici, en Côte d'Ivoire? Qui? On vous dira que c'est Guillaume Soro. Ah ben oui, mais Guillaume Soro, il était le petit de qui? Question pour un champion. Justement, quel est le regard que vous portez sur la région? C'est-à-dire, quand vous étiez, le FPI est au pouvoir, nous avions une Afrique de l'Ouest totalement différente. Il y avait Blaise Compaoré au Burkina Faso, qui était un adversaire de votre pouvoir, qui était un allié indéfectible de la France-Afrique. Il y avait des amis, des camarades avec qui vous n'étiez pas forcément en entente maximale dans d'autres pays, notamment au Mali. Aujourd'hui, il y a au sein de l'AES des régimes militaires qui sont dirigés souvent par des personnes très jeunes, en tout cas au Mali et au Burkina Faso. Il y a une sorte de division entre la CEDEAO et l'AES. Quel est le regard que vous portez sur l'AES? Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vue comme le pays qui est en pointe dans le combat contre l'Alliance des États du Sahel. Moi, je considère que dans la région ouest africaine, les populations qui essayaient de bâtir la démocratie, qui essayaient de bâtir l'autonomie, ont été confrontées à des attaques, à des difficultés d'ordre sécuritaire, d'ordre économique et donc d'ordre politique. Ça a conduit dans ces pays-là des renversements de gouvernement et l'installation de ce qu'aujourd'hui nous appelons des pays de l'AES. Ils se battent, ils font ce qu'ils peuvent pour sortir leur pays de toutes ces difficultés. Aujourd'hui, ce sont des militaires, mais ces militaires-là se battent pour sortir leur pays de toutes les difficultés. Je considère que c'est une réalité à laquelle toute l'Afrique aujourd'hui est soumise. Sortir nos pays des ingérences étrangères, de l'insécurité, du sous-développement, pour que nous ayons des peuples, nous ayons des populations, nous ayons des économies qui deviennent fortes, des États qui deviennent forts, et que nous puissions ensemble donc bâtir dans notre sous-région, comme dans l'Afrique tout entière, là, des États qui sont puissants, qui peuvent assurer la sécurité de leur population, qui peuvent assurer le développement de leur population, qui peuvent gérer l'économie de leur population, qui peuvent opérer le transport technologique, scientifique à leur population, pour que nos populations-là sortent, n'est-ce pas, de l'assistanat, sortent de la paupérisation, pour que nous soyons nous aussi des êtres, des pays, des peuples capables d'apporter, n'est-ce pas, au reste du monde là, des propositions de solutions, n'est-ce pas, aux problèmes modernes qui se posent à l'Afrique et au monde aujourd'hui. Vous, présidente, vous renoueriez les contacts. Mon rêve, c'est que l'Afrique devienne un continent
respecter, un continent respectable, un continent qui est capable, n'est-ce pas, de s'opposer à tous les pillages, n'est-ce pas, dont il est victime aujourd'hui. Voilà, moi c'est ça que je cherche. Vous, Que Présidente, ceux de l'AES réussissent, ce serait tant mieux. vous, Présidente, dans vous nos renoueriez pays, les rapports avec la l'AES. Côte d'Ivoire, il y a un régime qui le réussisse, ce serait tant mieux. Et je ne crois pas que c'est avec le régime. C'est Alassane Ouattara qu'on va réussir. Donc, vous, Présidente, vous renoueriez des relations avec l'AES, avec les pays de l'AES. Ah, sans problème. Parce que ce sont mes voisins immédiats. Et je suis obligé de nouer des relations avec eux. Et vous ne pensez pas que Au plan politique, nous avons beaucoup de choses que nous partageons avec les populations de l'AES. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, il y a une rupture totale des relations entre les peuples de l'AES qui sont en AES et les peuples qui sont ici en Côte d'Ivoire, les peuples ivoiriens. Si quelqu'un vous dit ça, il vous a menti. Et avec la France, vous ne pensez pas que vous faites peur à la France, aux États-Unis, aux puissances européennes, occidentales, alors que vous avez été décrite comme la chef de l'aile dure au moment de la guerre, la chef de l'aile dure dans le combat contre l'ancienne puissance coloniale? Ouammou, sors de ça. Sors de ce genre de considération-là. C'est-à-dire? Est-ce que vous pensez, vous étiez en Côte d'Ivoire ici? Est-ce que j'étais une aile dure? C'est ce qu'il disait. Ah oui, mais ça c'est les Français qui le disaient. Ils m'ont même dit que j'ai dirigé l'escadron de la mort. Est-ce que vous pensez, vous étiez ici? Vous étiez à la présidence avec moi? Est-ce que vous pensez que j'ai dirigé un escadron de la mort? Non, de toute façon, j'ai été témoin lors du procès qui vous a opposé au monde. Il faut sortir de la publicité des gens qui ont voulu faire passer le régime de Gbagbo comme un régime dictatorial qui tuait, etc. Il faut sortir de ça. Vous savez très bien que c'est faux. Alors, ben justement, tout à l'heure, vous parliez de Guillaume Soro. Vous avez dit de qui Guillaume Soro était le petit, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. Sauf erreur ou omission de ma part, Guillaume Soro, c'est plus du tout le petit d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui, Guillaume Soro pourrait être, par exemple, je ne sais pas moi, un allié de circonstances, à minima, de votre action politique? Je rappellerai quand même que vous étiez vous-même, lorsque vous étiez première dame, vous étiez très réservé au sujet des accords de Ouagadougou qui avaient rapproché Guillaume Soro de votre époux de l'époque de président de la République, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Guillaume Soro, pour vous, qu'est-ce qu'il pourrait être? Vous savez, quand je suis sorti de prison, je me suis rendu à Bouaké. On a organisé une fête des libertés, la première fête des libertés de mon parti, et nous sommes rendus à Bouaké. Et à cette fête des libertés à Bouaké, j'ai eu à interpeller les membres. À l'époque, son parti s'appelait GPS. J'ai eu à interpeller les membres du GPS pour leur dire que ce pays-là ne peut s'en sortir que s'il reconstruit son unité. Que ceux qui ont attaqué le pays demandent pardon à ceux qui ont subi le pays. Et que ceux qui ont subi des choses graves dans ce pays acceptent de pardonner à ceux qui ont attaqué et qui ont meurtri ce pays. J'aurais dit la même chose à M. Guillaume Soro. Si aujourd'hui, il fait son mea culpa et qu'il demande pardon et qu'il amène avec lui tous ses militants, ses membres à s'inscrire dans cette démarche-là de contrition,
Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas avec Guillaume Soro? Oui, mais votre... Je considère qu'on n'a pas rejeté quelqu'un, mais on a besoin de rétablir, n'est-ce pas, dans ce pays-là, la réconciliation. Voilà ce que je pense. Mais votre mari ne disait pas, votre ex-mari ne disait pas autre chose en 2007 lorsqu'il a signé les accords de Ouagadougou. Vous le dites en 2025, vous avez changé d'avis alors sur Guillaume Soro? Je n'ai pas changé d'avis. En 2007, est-ce que M. Guillaume Soro était sur la ligne de pardon? Ce n'était pas le cas. Il faut regarder l'histoire et il faut décrypter l'histoire, il faut traduire l'histoire. Parce que les jeunes d'aujourd'hui là ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Il faut regarder cela. Et il faut dire ce qui a été. En 2007, est-ce que M. Guillaume Soro, qui était encore soutenu par le Burkina Faso, est-ce qu'il était sur des positions de ce que je suis en train de dire là, de rentrer dans la République et de s'inscrire dans la démarche de demande de pardon et de réconciliation? Ce n'était pas le cas. La preuve, en 2011, quels sont ceux qui ont attaqué les résultats des élections? C'est le même Guillaume Soro. Avec la France, avec l'ONU, c'est ça le même. Bon. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez me faire dire des choses que je n'ai pas dites à l'époque? Il ne faut pas déformer la réalité des faits. Ok, il y a l'éléphant dans la pièce, c'est Laurent Gbagbo. À l'époque, il y a quelques années, vous avez accordé une interview à France 24. Le journaliste évoquait des possibilités de désistement suite à un premier tour dans un scrutin de 2025 où vous seriez tous les deux candidats, et vous disiez que vous seriez ravi qu'il se désiste pour vous si vous arriviez en tête. Aujourd'hui, il est écarté des élections. La question du désistement ne se pose plus. La question qui se pose, c'est espérez-vous qu'il appuie votre campagne? Mais quand on voit l'animosité à laquelle nous sommes dont nous sommes malheureusement témoins, notamment cette histoire du Conseil constitutionnel et du fait que vous deviez enlever le nom épouse Gbagbo, on se dit que c'est un spectacle que ne méritent pas les jeunes générations, les Ivoiriens qui vous ont beaucoup aimé, vous et lui. Est-ce qu'il est encore possible de revenir à l'unité politique, je veux dire, dans ce contexte? Je pense que ce n'est pas moi qui manifeste de l'animosité. Hein. Moi, je pense que nous, de la gauche, nous avons la chance d'être aux élections présidentielles de 2025. Et il serait bon pour nous, il serait bénéfique même pour notre nation, que nous nous entendions pour ensemble affronter ces élections-là. Voilà ce que je dis. Maintenant, celui qui accepte, accepte. Celui qui n'accepte pas, n'accepte pas. On fera avec ce qu'on aura acquis comme unité, et puis voilà. Mais j'imagine que vous avez été peut-être surprise, du moins touchée, par la demande du PPACI que vous enleviez le nom Gbagbo sur votre nom de candidate. Vous avez entendu ça, toute la Côte d'Ivoire. Laissez ça. Allons aux problèmes importants pour la nation, pour le peuple, pour la Côte d'Ivoire. Donc pour vous, ce n'est pas très grave. Vous pouvez passer là-dessus. Vous pouvez passer dessus. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ok. Norbert? Alors, que diriez-vous au président Tidiane Thiam, qui est, je rappelle, le président de la CAPCI, dont vous êtes membre, vous et votre parti? Que diriez-vous au président Thiam qui vient de se rendre aux États-Unis, qui a été reçu par le numéro 2 du département d'État? Vous lui direz quoi? Bien joué? Il a bien fait? Vous êtes toujours solidaire de votre président de CAPCI ou pas? Est-ce que le contact est rompu? Mais moi, ce que je vais demander à M. Thiam, c'est de soutenir ma candidature. Oui, ça, on a bien compris. C'est ça. C'est de
le fait qu'ils soient allés aux États-Unis, bon, qu'ils plaident là-bas auprès des États-Unis pour que ma candidature soit bien vue aux États-Unis. Mais est-ce que les rapports sont maintenus avec le PDCI aujourd'hui et avec Tidjane Thiam? Pourquoi vous ne voulez pas que les rapports soient maintenus? Il n'y a pas de conflit entre M. Tidjane Thiam et moi. Mais est-ce qu'il demeure une coalition? Est-ce que la CAPSI est vivante? Posez la question à M. Tidjane Thiam lui-même. Mais on va le faire. Madame Simone Eifé Gbagbo, vous êtes une des femmes politiques, je l'ai dit, les plus célèbres en Afrique, et pas seulement en Afrique francophone. Depuis les indépendances, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont atteint le niveau et qui ont eu le parcours que vous avez eu, ce qui crée, et vous en profitez, des effets d'identification chez les jeunes, notamment les jeunes femmes, et chez également les femmes de manière plus générale. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes filles? On sait que malheureusement les femmes sont moins impliquées dans la discussion politique et même s'intéressent moins à la chose politique. Quand on regarde les statistiques sur les réseaux sociaux, les personnes qui s'intéressent plus à la politique, ce sont les hommes. Alors, on n'a pas de statistiques exactes pour savoir si les femmes votent moins que les hommes. Que diriez-vous à des femmes, à des jeunes femmes, et à des jeunes en général, pour les amener à voter pour vous le 25 octobre 2025 au regard de ce parcours? Moi, je voudrais commencer par vous remercier pour la belle image là que vous décrivez de moi. C'est un fait. Remercier pour cela. Merci beaucoup. Aux femmes, je voudrais dire que les femmes dans notre continent ont été traditionnellement et souvent écartées des postes de direction, de gestion de l'État. C'est vrai. N'empêche que les femmes ont toujours joué un rôle important, primordial dans la gestion de l'État et même dans l'identification de celui qui va, n'est-ce pas, présider aux destinées de l'État. Je souhaite que les femmes, en Côte d'Ivoire comme en Afrique, participent aux activités politiques, participent à la réflexion politique, participent aux actions politiques, parce que leur rôle, leur sagesse sont des choses que la société ne peut pas mettre de côté. Donc, pour ma candidature, je souhaiterais que les femmes, je souhaiterais que les jeunes se lèvent pour faire campagne, pour sortir un grand nombre voter le 25 octobre, pour faire également le contrôle de toute cette opération de jour de vote, voir un petit peu, est-ce qu'il y a des détournements ici, est-ce qu'il y a des vols de voix là, etc., qu'ils participent et qu'ils deviennent des acteurs pleins de cette campagne-là, de cette élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, et que le soir du 25 octobre, grâce aux femmes, grâce aux jeunes, grâce maintenant également à tous les autres électeurs, et je compte trouver des électeurs dans tous les partis, hein, y compris au RHDP. Je suis sûr que des gens au RHDP vont sortir pour voter. Je suis sûr que le PPACI, des gens vont sortir pour voter. Je suis sûr que du FPI, des gens vont sortir pour voter. Je suis sûr que du PDCI, des gens vont sortir pour voter. Et je souhaiterais qu'un grand nombre vote pour moi, pour que nous ayons des changements de pouvoir, l'alternance le soir du 25 octobre 2025. Alors, Madame, cette participation massive que vous appelez de vos voeux au soir de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain, elle n'est pas forcément garantie, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été soulevés par l'opposition. Le problème de la liste électorale qui n'a pas été révisée, contrairement à la loi, à ce qu'imposait la loi, le problème de la commission électorale indépendante.
On ne vous entend pas beaucoup sur ces sujets. Depuis le début de notre entretien, vous n'en avez pas pipé mot. Est-ce que vous trouvez que tout ceci n'est pas un problème? Vous pensez que vous pouvez passer par-dessus et au travers et que la vague va vous porter présidente de la République? Ou au contraire, vous pensez que l'opposition a raison de dénoncer cette liste électorale, de dénoncer cette commission électorale? Mais, M. Navarro, la dénonciation de tout ce que vous avez dit là, c'est par là que nous avons commencé. Ah oui, C'est par là que nous avons commencé. Depuis 2023, je n'arrête pas de demander que le système électoral soit révisé, que la liste électorale soit révisée, réformée, revisitée, que la CEI elle-même soit complètement révisitée, réformée, que même il y a d'autres textes dans la loi électorale que j'ai souhaité qu'ils soient également révisés. Même la question du parrainage, j'ai demandé que ce soit réformé, que ce soit révisité. Et c'est à la suite de toutes ces demandes que nous avons souhaité que le gouvernement organise le dialogue politique que nous souhaitions. C'était pour traiter ces questions-là. Oui, le gouvernement n'a pas répondu positivement. Donc aujourd'hui, nous allons à ces élections dans des conditions qui sont difficiles que nous avions envisagées. Mais bon, comme on dit chez moi, tel que l'éléphant est couché là, c'est comme ça qu'il faut le dépêcher. Donc nous sommes obligés de travailler beaucoup plus fortement encore. Et vous dites que ce n'est pas acquis que vous alliez à la victoire. Il n'y a jamais rien d'acquis quand on va à des élections. Il n'y a jamais rien d'acquis. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut aller désespérer. Si je suis désespéré, pourquoi je vais aller aux élections? D'accord, mais la position du Front commun, la position du Front commun... Je ne suis pas du Front commun. C'est vrai. Le Front commun, ça a été une affaire du PPACI et du PDCI. Oui. Voilà le Front commun. D'accord. Mais à l'intérieur du PPACI et du PDCI, il y en a qui, comme moi, sont convaincus qu'il faut se battre malgré tout pour obtenir la tenance. Ceux-là n'ont qu'à venir se joindre à moi. Alors, mais le Front commun existe quand même entre le PDCI et le PPACI. Et ce Front commun, lui, aujourd'hui, il veut maintenir la candidature de Tidiane Thiam et de Laurent Gbagbo. Et il y a un autre éléphant dans la pièce depuis le début de cet entretien, c'est la question de la mobilisation dans la rue. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous pensez que ce mot d'ordre que attendent beaucoup d'Ivoiriens peut être lancé, va être lancé? Et si oui, vous l'approuveriez ou vous le condamneriez? Je n'ai pas été sollicité pour participer ou donner mon point de vue sur cette mobilisation. Donc, j'ai préféré ne pas donner d'avis là-dessus. Aujourd'hui, je suis engagé à aller à ces élections-là. Je considère qu'un certain nombre de points de débat que j'avais soulevés moi-même sont aujourd'hui dépassés et qu'il faut aller à ces élections-là. Voilà mon point de vue. Eh les élections, Madame Simone Veil Gbagbo, les élections, c'est la mobilisation dans la rue, lors de meetings, hein, pas de marche forcément. C'était également l'argent. Et certains observateurs estiment que si dans la sélection que le pouvoir a fait, il vous a maintenu, c'est parce que vous n'avez pas d'argent pour financer votre campagne électorale. Est-ce que vous pensez que ces gens font des bons calculs et qu'ils ont des bonnes informations à ce sujet, ou bien vous pensez pouvoir recueillir les fonds nécessaires pour faire une belle campagne électorale? Et vous voulez que je vous réponde à cette question-là? Oui, bien sûr. Je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à vous dire combien j'ai dans ma cagnotte. Ah non, je ne demande pas combien. Je ne demande pas combien. Je demande, est-ce que vous pensez pouvoir mobiliser assez d'argent pour cette campagne électorale? Ça, c'est mon problème. C'est mon problème.
Et donc, cet entretien va bientôt se terminer, un entretien franc, de vérité, comme la majorité des entretiens que vous accordez. J'aimerais savoir, vous arrivez au pouvoir le 25 octobre 2025. Quelle est la première mesure que vous mettez en œuvre? La réconciliation. Comment? C'est la première mesure, parce que je trouve que cette mesure-là, elle est incontournable si on veut bâtir notre nation sur des bases fermes, solides, unitaires. On est obligé de commencer par la réconciliation. Norbert, pour la question de la fin. Oui, Simone et Yvette Gbagbo, on vous sait femme de foi. Vous êtes, votre croyance en Dieu est très, très, très forte et beaucoup d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens vous suivent sur ce terrain-là. Est-ce que vous comptez placer votre campagne électorale sous le signe de Dieu et quel serait à ce moment-là votre credo? Je considère que tout ce qu'on fait dans la vie, là, quelque chose d'important, quelque chose de moins important, tout ce qu'on fait dans la vie doit être placé sous le signe de Dieu. C'est vraiment mon point de vue. Et donc, la campagne, bien sûr, je vais la placer sous le signe de Dieu. Et je vais demander que Dieu, pendant toute cette période-là de la vie de la nation, intervienne lui-même puissamment pour que nous n'ayons pas de désordre, pour que nous n'ayons pas de violence, pour que nous n'ayons pas de mort pendant ces élections-là, et que nous ayons la victoire. Et que ceux qui considèrent que je suis un instrument maigre, peu crédible, que le soir des élections-là, Dieu même les confonde et me donne la victoire, démontrant que moi, là, j'ai les compétences de gérer ce pays. Merci beaucoup, Simone Yvette Gbagbo, candidate à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, de nous avoir accordé cette interview exclusive, la première depuis l'annonce de la liste des candidats à la présidentielle. Et on espère qu'il y en aura d'autres, bien entendu. Et merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous bientôt pour de